Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière dans lequel je te synthétise des livres sur les finances personnelles et l'investissement boursier en 5 points clés et où je réponds aussi aux questions des personnes auditrices à l'aide de cas concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 129e épisode de Finances fondamentales. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, je vous rappelle que mon livre « Finances fondamentales, ton guide vers la liberté financière » est sorti il y a à peu près 2 semaines, donc le 30 avril. Il est disponible partout à travers le Québec, donc si tu souhaites l'acquérir pour développer ton éducation financière ou admirer la qualité de mon écriture, tu peux aller le chercher. Sinon, tu peux l'offrir à quelqu'un de ton entourage parce que je pense que c'est une façon très simple de commencer à s'intéresser à ses finances avec 2-3 pages là, pour résumer un livre. Je pense que ça se fait bien pour commencer son parcours financier. Sinon, aujourd'hui, je fais la synthèse du livre de Stéphane Desjardins qui s'intitule « Savoir dépenser sans culpabiliser ». Donc, en introduction, en 40 ans, l'auteur dit que le Québec est passé d'une culture d'épargne à une culture d'endettement. Il propose dans son livre des pistes pour modifier ses habitudes de consommation pour continuer à vivre confortablement sans souffrir financièrement. Donc, le premier élément de synthèse, c'est votre relation à la richesse. Ce premier élément-là comporte les 2 premiers chapitres et le chapitre 1, c'est « L'argent fait-il le bonheur ?» L'auteur dit que l'éducation financière n'a pas suivi le marketing. Ça devient donc difficile pour vous et moi là, de faire des choix éclairés. 70% des ménages québécois ont des dettes au moment où le livre a été publié en 2020. 21% des Québécois affirmaient avoir des dettes plus élevées qu'en 2018. Donc, sur une durée de 2 années, le taux d'endettement a augmenté de 20%. En 2018, le ratio d'endettement des Québécois était de 178,5% et ça a augmenté depuis. En 2018, un Québécois sur 3 ne gagnait pas assez d'argent pour payer ses factures et ses dettes. 46% des Québécois étaient à 200 $ de l'insolvabilité et 32% n'avaient pas de dette, mais ce n'était pas réjouissant parce que souvent, c'est des gens qui n'avaient pas accès au crédit. Donc oui, il y a 32% des gens qui n'avaient pas de dette, mais souvent, c'est des gens, c'est parce qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de salaire, donc ils n'avaient pas accès à ce crédit-là. L'auteur parle ensuite de perdre sa vie à la gagner. Donc le taux de dépression n'a jamais été aussi élevé. La charge annuelle de travail d'un salarié moyen est passée de 1440 heures en 1450, donc à peu près 29 heures par semaine, à peu près 1980, à peu près 2000 heures en 1750, donc à peu près 43 heures par semaine, pour encore augmenter au milieu des années 1950 à 3650 heures par semaine, donc, par année, donc 73 heures par semaine. Donc, c'est une hausse là, de 250% là, dans les 500 dernières années, on va dire à peu près. De mon côté, là, je pensais vraiment qu'on travaillait moins qu'avant. C'est pas surprenant là, que notre équilibre de vie soit ridicule, même si je me questionne d'où vient ce 73 heures par semaine. J'en revenais pas quand j'ai lu ça. Ça compte peut-être les courriels le soir qu'on répond, peut-être les messages textes qu'on répond qui sont en lien avec la job, peut-être le temps qu'on passe à penser à notre job. Bref, j'ai pas la validité là, de ces données-là. En fait, j'ai pas l'outil de collecte derrière ces données-là. Donc, c'est dur pour moi de croire ce 73 heures-là par semaine. Bien, j'ai des collègues qui font ça, là, mais si on prend tout ce qui est lié au travail, tu sais, le temps peut-être de voyagement, justement, si tu magasines pour ton travail, acheter du linge, bref, je ne sais pas, je trouve ça extrême, mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'on semble travailler plus d'heures par semaine maintenant que ce l'était à l'époque. L'auteur dit donc qu'on perd notre vie à la gagner, puis on fait quoi ensuite avec cet argent-là? Bien, on consomme davantage pour rester dans le même cercle vicieux. Pourtant, on est plus riche qu'on peut le penser. Donc, c'est pas rare d'entendre que la classe moyenne en arrache parce qu'elle a moins d'argent qu'avant, mais c'est totalement faux. Depuis 1999, les revenus ont progressé de 20%, intégrant l'inflation. Donc, on a un énorme pouvoir d'achat depuis 70 ans, mais on s'endette comme jamais auparavant. Donc, le désir irrationnel de surconsommer vient briser là, cette progression-là au niveau des revenus. Mais pourquoi est-ce qu'on est dopé à la surconsommation? Donc, les chercheurs en neurosciences qui ont été interrogés sont formels. La quête de biens matériels nous fait autant de bien que la consommation de drogue, d'aliments sucrés ou le sexe. Ils ont démontré que le cerveau, après un achat,
libère de la sérotonine qui apaise, calme et crée surtout un sentiment de satisfaction et de contentement. Ça crée aussi de l'accoutumance. Donc, on a besoin de notre petit fixe de façon régulière et il faut que ce fixe-là soit de plus en plus gros. Le système capitaliste exploite ces mécanismes-là de plaisir pour nous vendre des produits et des services dont on pourrait clairement se passer. En d'autres mots, on devient seulement heureux lorsqu'on consomme. Et je pense que c'est majeur, là. Ça veut dire qu'on est drogué à la consommation. On est bombardé, l'auteur dit, de 500 à 3000 messages publicitaires en moyenne chaque jour. Là, je me suis dit, quoi? 500 à 3000? Et plus on est informé, plus on va maîtriser notre vie. Donc, plus les choix qu'on va faire vont être éclairés, plus ces choix-là vont être avantageux pour notre santé générale. Il faut donc trouver un équilibre et assainir ses finances. Donc, il faut bien sûr s'amuser, mais tout va revenir à l'équilibre. L'auteur utilise la fable de la cigale et de la fourmi et il revient souvent dans le texte avec cette fable-là. En gros, la fourmi travaille tout l'été et la cigale fait juste chanter et est dans le trouble à la fin. Mais l'auteur dit qu'on ne parle pas assez souvent de la fourmi qui vit peut-être une vie plate, là. Il faudrait peut-être une fourmi avec des ailes. Dans le chapitre 2, on pose plutôt la question, c'est quoi être riche? Donc, l'auteur définit la richesse comme une habileté à réaliser sans entrave ses projets personnels et à vivre selon un certain confort. Ça n'a donc rien à voir avec la taille des actifs ou des revenus. Ça a tout à voir plutôt avec la capacité qu'une personne va avoir à arrimer ses aspirations et les moyens qu'elle a pour y parvenir. Dans des pays riches comme le Canada, aujourd'hui, quelqu'un a assurément tout avec un minimum d'organisation pour pouvoir vivre dans un confort et atteindre cette richesse-là qualitative-là, d'atteindre ses aspirations. Un bourgeois du 15e siècle là, tomberait à genoux devant l'abondance puis le confort dans lequel un col bleu de la classe moyenne inférieure québécoise vit actuellement. Son message, l'important, c'est pas ce qu'on gagne, mais c'est ce qu'on dépense. Donc, il faut vivre selon ses moyens. On dépense toujours plus quand on gagne plus, c'est automatique. Souvent, à cause de ce qu'on nous commande dans la société, là, donc de ce que nous commande le statut social auquel on va essayer de s'identifier. Donc, cette pression sociale-là fait dépenser la plupart des personnes, puis on est maintenant exacerbé à cette pression-là avec les réseaux sociaux. C'était une super belle phrase, encore une fois. En gros, la pression sociale de dépenser est encore plus grande maintenant avec les réseaux sociaux. Merci. Les stéréotypes là, qui sont véhiculés sur les réseaux sociaux deviennent souvent les normes sociales qui reposent pourtant la plupart du temps sur du fake. Comment on peut y échapper? Bien, l'auteur propose un exercice. Il dit sur une feuille ou un fichier Excel, là, on inscrit dans un tableau ce qui est indispensable pour vivre et nos projets à court et long terme. On ajoute ensuite 2 colonnes. Une colonne d'échéance, donc la date à laquelle ça doit être fait, et une autre colonne pour le coût, combien ça coûte. On va ajouter les taxes et on fait la somme de tous les projets. On va avoir un véritable choc lorsqu'on va faire l'exercice. On va vite comprendre qu'on a tout dépensé et surtout perdu beaucoup de temps dans des futilités avec notre argent alors que nos projets réels ne pourront pas être réalisés si on continue à dépenser de cette façon-là. Ce que je retiens de ce premier élément de synthèse-là, c'est qu'on est vraiment bien à notre époque. On a un confort qui n'a jamais existé avant, mais on dirait que c'est jamais assez. On a toujours besoin d'avoir plus pour être heureux. Donc, il faut vraiment là, questionner notre relation à la richesse. C'est quoi pour nous être riche d'un point de vue qualitatif? C'est quoi pour nous être heureux? À quoi on aspire? Et c'est quoi les moyens pour y parvenir? On se rend compte que c'est clairement pas de surconsommer. C'est pas surconsommer parce que la surconsommation, c'est comme la consommation de drogue, donc, ou manger des aliments sucrés. C'est le fun sur le coup, mais on va toujours en avoir besoin pour continuer d'être heureux, puis on va souvent en avoir besoin de plus pour demeurer heureux. Donc, c'est vraiment un bonheur temporaire, alors que le bonheur à long terme, lui, passe plutôt par des projets qui correspondent à vos aspirations. Et oui, une publicité dans mon propre podcast. Après avoir aidé plus de 50 personnes à prendre en main leurs finances et leurs investissements dans la dernière année et demie, je suis enfin en confiance de publiciser mes services d'accompagnement. Selon vos besoins, ces services-là peuvent aller d'une seule rencontre de 60 minutes jusqu'à plusieurs rencontres avec des suivis. Donc, que ce soit pour planifier votre stratégie d'investissement, choisir vos FNB, savoir si le CELI ou le REER c'est plus intéressant dans votre cas,
ouvrir votre compte de courtage et apprendre à bien l'utiliser ou toute autre question ou besoin par rapport à vos finances, n'hésitez pas à m'écrire sur Gmail ou sur le groupe Facebook du podcast pour avoir les informations sur les forfaits disponibles. Donc, au plaisir de vous rencontrer et de jaser de finances. Deuxième élément de synthèse, c'est gérer ses choses. Donc, il y a 2 chapitres encore une fois dans cet élément-là, le chapitre 3 et le chapitre 4. Le chapitre 3 s'intitulait « Se discipliner sans se faire mal ». Donc, pour l'auteur, la discipline financière a disparu. Pourquoi c'est rendu si difficile de se discipliner par rapport à ses dépenses? Il dit que notre cerveau est optimisé pour le court terme. Donc, c'est difficile pour lui de se projeter dans 10, 20 et 30 ans. Pour se discipliner, la seule chose qui fonctionne chez l'être humain, ce sont les contraintes. Donc, la société ne va pas vous fournir des contraintes. Au contraire, elle va vous fournir des occasions de dépenser. Épargner, là, c'est comme le sport. Le plaisir va venir avec le temps. Quand vous allez voir votre argent travailler, fructifier, là, le plaisir va embarquer. Mais le plaisir ne va pas embarquer quand tu réussis à épargner 15 au début là, en te privant de 1 ou 2 cafés par semaine, je ne sais pas trop. Ça va venir plus tard quand tu vas voir, hey, j'ai fait 18 000 aujourd'hui en étant assis au travail à faire ce que je fais d'habitude, alors que ça me prend d'habitude 3 mois faire ça, je ne sais pas trop. Là, le plaisir va embarquer. Mais comment on peut se discipliner d'abord si la société ne nous fournit pas ces contraintes-là? L'auteur dit qu'il faut faire des virements automatiques, comme on a parlé souvent sur le podcast, selon votre budget et vos projets. Donc, vous pouvez avoir un ou plusieurs comptes et le virement doit se faire automatiquement de votre paye au paiement hypothécaire, au compte pour l'investissement, au compte pour le projet voyage, au compte pour le projet rénovation de maison dans 5 à 6 ans. Bref, vous comprenez le principe. Mais là, souvent, les gens vont dire, OK, mais j'ai juste 20$ à mettre de côté. Mais 20$ à chaque semaine à 5% sur 30 ans, c'est déjà 72 000$ à peu près. C'est déjà ça pour commencer. Plus vous allez épargner jeune, plus les rendements composés vont pouvoir faire leur travail dans le temps. Le chapitre 4 nous amenait plutôt à savoir où on s'en va. Donc, il y a certaines personnes qui n'ont aucun budget pour gérer leurs finances. Certains peuvent s'en passer s'ils sont nés riches, s'ils gagnent des revenus indécents et qui ont en plus des besoins modestes par rapport à ceux qui ont un revenu similaire. Donc, tu gagnes 500 000 par année, mais tu vis comme si tu gagnais 300 000, c'est bien correct, tu n'as pas besoin de budget. Ou si les gens gagnent un revenu décent et sont frugaux. Donc, tu gagnes 80 000, mais tu ne dépenses vraiment pas. Évidemment, c'est une infime partie de la population, selon l'auteur, qui n'a pas besoin de budget. Pour les autres, ne pas avoir de budget, c'est se placer dans une position très vulnérable. Le budget, c'est le meilleur moyen de reprendre et de garder le contrôle de ses finances. Il faut gérer son budget comme une PME. Donc, penser comme un entrepreneur, être discipliné, rigoureux, adopter un système comptable, donc garder ses choses pour pouvoir budgéter correctement. Faire un budget annuel. Il dit que la meilleure application, c'est budget en ligne de l'ACED du Grand Portage, mais ça date de 2020, il y a peut-être de meilleures applications depuis. Et enfin, il parle de conciliation mensuelle, donc faire le tour des comptes et des cartes de crédit le premier de chaque mois pour pouvoir faire un bilan financier annuel à la fin de l'année. Et enfin, c'est important aussi, j'ajoute, là, de réfléchir à chaque année à ses objectifs pour pouvoir prévoir ses virements automatiques à partir du budget qui est planifié. Troisième élément de synthèse, c'est savoir dépenser. Donc, vous voyez, le titre du livre, c'est savoir dépenser sans culpabiliser. Mais pour en arriver au troisième point qui est savoir dépenser, bien, il faut qu'avant tu questionnes ta relation à l'argent et que tu réussisses à gérer tes choses. Parce que pour dépenser sans culpabiliser, bien, il faut que tu aies géré tes affaires avant. Sinon, tu vas toujours dépenser en culpabilisant parce que tu vas savoir que tu n'as pas l'argent pour faire cette dépense-là. Donc, le chapitre 5, c'était savoir dépenser. Il dit qu'après avoir subi des bons et des mauvais coups, il est content de pouvoir maintenant acheter sans réfléchir de son côté si le prix n'est pas dérisoire. Il a compris, l'auteur, que quand on a le pouvoir sur ses finances, on peut pratiquement dépenser les yeux fermés, mais comme je viens de dire, il faut gérer ces choses avant pour pouvoir se rendre à ce stade-là. Donc, il y a 2 façons d'aborder la surconsommation. 1, avoir un budget comme on vient de voir, ou 2, user de différentes techniques pour s'inciter à moins dépenser au quotidien. Donc, par exemple, retirer un montant chaque semaine et cesser de dépenser quand il est écoulé. Donc, on va dire qu'à chaque semaine, tu as 100$ de dépenses frivoles là, pour toi-même. Quand ce 100$-là est dépensé, ben, tu peux plus. Tu peux juste payer tes trucs fixes, comme l'hypothèque, assurance, etc. Un autre truc, c'est répartir ces montants dans des enveloppes ou dans différents comptes, là. Tu peux laisser aussi ta carte de crédit à la maison.
travailler comme des fous sur différents projets, comme ça, tu n'as pas le temps de dépenser, un peu comme partir un podcast, ou confier la gestion de tes finances à ton conjoint ou ta conjointe s'ils sont plus compétents que toi, mais de toujours t'intéresser quand même à ça avec des rencontres peut-être trimestrielles durant l'année. Ces techniques-là, ces trucs-là, l'auteur dit que c'est peut-être efficace pour des personnes impulsives, mais c'est pas très amusant à cause de leur côté restrictif. Il préfère plutôt se donner des défis, lui, de son côté. Donc, par exemple, pour l'épargne, il pourrait se donner le défi d'épargner 1000 dollars en 100 jours. Une fois le défi relevé, ben, tu as juste à te fixer un nouveau défi. Au bout d'un certain temps, ça va devenir une habitude. Il y a d'autres personnes qui vont se fixer des objectifs, comme se joindre à un club de vélo le samedi alors qu'habituellement, ils allaient magasiner le samedi, ou acheter tous les trucs usagés ou les meubles usagés pour les sports, acheter les trucs usagés pour les sports ou des meubles usagés, donc d'apprendre à acheter usagé. Donc, tu peux peut-être passer ton désir de magasiner, mais cette fois-ci en dépensant beaucoup moins. Lui, il a personnellement un principe, là, si quelque chose n'a pas servi pendant un an, ça part sur les réseaux sociaux, Marketplace, Kijiji, etc. Il dit qu'il y a 7 dépenses qui vont saboter nos vieux jours. 1. Les tatouages, donc une manche à deux, de 2000 à 16 000 $, ça peut coûter un bras selon lui. Un animal de compagnie, donc ça a un coût moyen annuel de 2300 $. 3. Des chaussures, moyenne de 25 paires chez certaines personnes, alors que la moitié sont utilisées une seule fois. Les restos, la loterie, c'est en moyenne 5 400 $ qui est dépensé en moyenne dans les loteries. Ça inclut casino et loterie vidéo là, dans les bars. 6. Les jouets, à peu près 328 $ de jeux par année. 7. L'esthétique, donc tout ce qui est coiffure, etc., c'est à peu près 2500 $ par année en moyenne. Donc, est-ce que je suis d'accord qu'il ne faut pas dépenser dans tous ces éléments-là? Non, là, avoir un animal de compagnie, c'est bien correct, mais encore une fois, ça nous ramène à est-ce que tu es capable de dépenser dans ces éléments-là? Donc, 16 000 $ de tatouage, rien contre ça, je trouve ça beau, mais t'avais-tu le 16 000 $ pour te faire tatouer ou tu ne l'avais pas? Donc, je pense qu'il faut faire les choses dans le bon ordre pour pouvoir se permettre ces dépenses-là par la suite. Puis je ne sais pas de faire la morale à personne, je ne suis pas meilleur que personne, j'ai la facilité à épargner parce que je suis fait de même. Je comprends que des fois, ça peut être difficile, mais ce que je propose ici, c'est juste de vous assurer que quand vous arrivez au moment de dépenser, vous avez questionné d'abord votre relation à la richesse et vous avez géré vos choses. Il y a aussi des rituels qui coûtent cher, puis c'est toujours le moment dans les podcasts que ma blonde est heureuse. Donc, l'auteur dit que le mariage, c'est l'institution qui massacre le plus les finances d'un couple. Donc, c'est en moyenne 17 000 $ par mariage en 2015. C'est plus de 30 000 $ maintenant pour un mariage. De plus, 50% des mariages finissent en divorce. Donc, la facture de divorce, elle, dépasse en moyenne 20 000 $. Donc, on est rendu à peu près dans la moitié des mariages qui vont coûter en haut de 50 000 $. Il aborde aussi les funérailles qui sont en moyenne 8 000 $ au Québec en 2020. Je pense que c'est rendu en haut de 10 000 présentement, mais je n'ai pas les stats précises. C'est un podcast récent que j'ai écouté, donc je ne suis pas sûr de ce chiffre-là. Il donne ensuite une liste de trucs qui peuvent être négociés, coupés, mais j'en ai déjà parlé beaucoup sur le podcast là, de frugalité, de couper les dépenses. Donc, vous les connaissez, là, négocier ses assurances, négocier ses produits financiers, la télé, cellulaire, ne pas acheter des marques de vêtements, etc. Là. Donc, j'avais vraiment hâte à ce chapitre-là. Je pensais que ça allait parler de savoir dépenser sans culpabiliser, comme le titre le dit. À part dire que quand on a du cash, on peut dépenser les yeux fermés. Je pense pas non plus qu'on peut faire ça. Là. On ne dit pas comment dépenser ici, mais plutôt comment épargner. Donc, c'est tout le contraire de ce que j'avais besoin. Même si à date, la logique du livre me plaît, c'est pas ce que moi j'avais besoin quand j'ai lu le livre. Quatrième élément de synthèse, c'est amour, argent et enfants. Et ça fait référence au chapitre 7 dans le livre qui s'appelle L'amour, les femmes, les enfants et l'argent. Donc, l'argent, c'est une forme de pouvoir dans le couple, qu'on le veut ou qu'on ne veut pas. Là. Souvent, celui qui ramène le plus d'argent exerce une certaine forme de contrôle sur sa douce moitié, de façon consciente ou non. Dès qu'on envisage la vie en commun, il faut parler d'argent, il faut crever l'abcès. S'il y a un malaise, c'est un red flag, encore plus important alors d'en parler avant qu'on vive des problèmes. Avec le sexe, les tâches ménagères et la façon d'élever les enfants, l'argent, c'est la principale source de conflit dans les couples. L'auteur donne quelques exemples réels, dont une femme qui a appris le lendemain de son mariage que son nouveau mari avait 300 000 $ de dette, ou bien des conjoints qui vont chez le notaire pour les testaments et monsieur y retourne ensuite en secret pour changer le sien afin de favoriser les enfants qu'il a eus avec sa maîtresse. Donc, c'est des choses qui arrivent.
dans la vraie vie, on dirait. Quand on discute d'argent dans le couple, c'est important de laisser le jugement de côté pour réellement comprendre pourquoi l'autre personne pense différemment de nous. Mon Dieu, différemment de nous. On dirait que je me suis endormi en disant la fin de ma phrase. Bref, il faut essayer de voir et de comprendre le point de vue de l'autre personne. Chaque personne a un passé différent qui influence sa relation à l'argent. Il ne faut pas critiquer sa façon de voir les choses, mais plutôt trouver un terrain commun dans lequel les deux personnes sont confortables. C'est important de faire la gestion des dépenses mensuelles aussi ensemble et de fixer les objectifs du couple ensemble encore une fois. Pas juste un des deux qui fixe les objectifs et qui gère. Donc ici, bien sûr, dans mon couple, on a une problématique. C'est moi qui fais beaucoup la gestion des comptes, mais comme je le dis souvent, on a une rencontre annuelle, moi et ma conjointe, pour tout regarder les chiffres ensemble. Peut-être que ces rencontres-là devraient avoir lieu aux 3 mois. Mais bon, on a déjà de la misère à se voir dans des moments intimes, amoureux, qu'on ne commencera pas à faire ces rencontres-là à chaque mois non plus. Pour nous, ça fonctionne une fois par année. On n'a pas besoin de le faire plus souvent. L'auteur dit que chaque jour, malgré le statut du Québec comme pays équitable pour les femmes, les hommes consacrent en moyenne 1 heure de moins par jour que les femmes aux tâches ménagères et à l'éducation des enfants. Donc, si on associe cette heure-là à un salaire de 40 ça donne 200 par semaine perdus dans leur patrimoine personnel. Collectivement, les femmes canadiennes perdent des milliards de dollars à cause de ce type de répartition-là. Je nuance ici, là, si la répartition des dépenses se fait en conséquence parce que l'autre personne travaille un peu plus, je pense que c'est une décision de couple. Si ce temps-là n'est pas reconnu d'aucune façon, là, pour moi, ça devient un enjeu. Il rappelle ensuite ce qu'on a déjà vu, soit que les femmes s'intéressent moins à leurs finances, mais sont pourtant bonnes quand elles décident de le faire, meilleures même que les hommes. Son message, en gros, c'est de toujours se protéger financièrement, peu importe votre niveau d'amour pour l'autre personne ou peu importe la qualité de votre relation actuelle. Il parle ensuite des dépenses, en fait, de la répartition des dépenses et que les experts disent que ça doit être fait au prorata habituellement du salaire net. C'est pas aussi simple que de dire qu'un gagne 100 000, l'autre gagne 50 000, donc les dépenses vont être, pour une dépense de 150 je paye 100, toi tu payes 50. Ça dépend de la fiscalité, des allocations reçues pour les enfants, qui les reçoit dans le compte. Pour l'auteur, le compte conjoint total, c'est une grande erreur selon lui, surtout si un des deux gagne beaucoup plus. Donc, ça termine jamais bien quand les deux mettent l'argent tout à la même place en cas de séparation parce qu'il n'y a plus aucune liberté financière individuelle. L'idéal, selon lui, c'est d'avoir un compte conjoint pour les objectifs communs du couple ou de la famille. Le reste, c'est un jardin secret où chacun va être autonome dans ses choses et va pouvoir se faire plaisir comme il veut tant qu'il respecte le plan familial et fait sa part des choses pour le compte conjoint. L'auteur aborde ensuite les enfants. Donc, les couples sans enfants sont toujours en moyenne plus riches, selon lui. L'enfant va coûter entre 150 et 300 000 au Québec dans une vie entière. Donc, éduquer vos enfants tôt pour ne pas succomber à la surconsommation parentale va vous permettre d'être plus proche du 150 000 que du 300 000. Point intéressant, il dit que le meilleur investissement pour un couple avec des enfants, c'est d'avoir des dates chaque semaine avec l'autre parent. Pas obligé d'être toujours juste les deux parents. Ça peut être les deux parents avec un des enfants, l'autre est libre, ou un parent va avec les deux enfants, l'autre est libre un autre soir. Donc, c'est pas nécessairement des dates amoureuses tout le temps, mais c'est important de prendre ce temps-là en couple. Donc, moi, après la lecture de ce livre-là, j'ai discuté avec ma blonde en prenant notre première crème glacée de l'été l'année passée. On avait une date chaque semaine, mais à peu de frais, donc pas de gardienne. Quand je parle de date, c'est pas des dates financières, là, c'est des dates de couple. On a donc décidé d'ajouter une date plus grandiose obligatoire à chaque mois dans le calendrier. Sinon, on choquait tout le temps. Donc, on peut aller escalader le soir, aller au resto, au cinéma, faire du hiking, jouer au tennis, sans les enfants, bien sûr, même si on les adore. Sinon, il parle des allocations pour les enfants, donc de leur donner de l'argent, que c'est pertinent à peu près à 7-8 ans de commencer ça pour débuter leur éducation financière. Une fois que le montant d'allocation raisonnable a été alloué selon les besoins de l'enfant, on n'accorde pas de montant supplémentaire. L'enfant doit apprendre à se fixer des objectifs et à épargner. Je prends l'exemple de ma plus vieille là, qui voulait s'acheter, c'est quoi qu'elle voulait s'acheter l'autre fois? Un gros toutou de Pikachu, c'est ça? Non, elle voulait s'acheter des mèches pour les cheveux, des mèches de couleur, là, c'est comme une petite pince, là, tu te mets ça dans les cheveux. Puis ma fille, ils se sont achetés avec leur argent un hamster nain, elle s'est acheté des toutous.
Fait qu'elle est quand même pas pire, mais elle a une séquence qu'elle dépensait. Fait que les mèches pour les cheveux coûtaient, je pense, 26 $. Elle avait 14 $. Ça aurait été facile, là, tu sais, elle était triste et tout ça. Ça aurait été facile pour moi qui l'aime d'y donner 10-12 piastres. Hey, regarde, je te donne ça, vas-y, tu le mérites, t'es fine, tu sais. Je sais pas trop. Mais non, fallu qu'elle attende 2 mois d'allocation pour pouvoir accumuler cet argent-là. Puis rendu là, savez-vous quoi? Elle ne voulait plus les mèches. C'était plus à la mode, je sais pas trop. Fait que ben, elle avait 26 pièces dans son compte pour s'acheter d'autres choses, puis elle n'a rien acheté depuis. Fait que c'est de leur apprendre à faire ça, là. Puis honnêtement, il y a tellement d'adultes qui sont pas capables de faire ça. De se dire, hey, je veux ça, j'ai pas l'argent pour, je vais attendre. Il y a tellement d'adultes qui sont pas capables. Fait que si vous êtes capable d'apprendre ça à vos enfants, là, juste ça, là, du côté financier, là, vous pouvez leur apprendre d'autres choses, là, manger, marcher, dire merci, c'est d'autres choses importantes, mais du point de vue financier, juste d'apprendre j'ai oublié le mot, j'ai lu juste en anglais, là, la gratification délayée, que c'est mal dit, différée, gratification différée, my God. Si vous pouvez juste leur apprendre ça, je pense que c'est déjà un très bon départ là, du point de vue financier. USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks, or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%. Visit USAA.com/bundle. Bundle savings are off total premium, not available in all states or in all situations. To qualify, auto policy must be active prior to property policy issue, subject to change. Restrictions apply. Membership eligibility and product restrictions apply and are subject to change. USAA means United Services Automobile Association and its affiliates, San Antonio, Texas. Hilton brings you new ways to stay, with experiences that let you capture the glory days. Introducing the Graduate Hotels. Each inspired by local college towns, these stays are always original and never boring. Get in touch with traditions all across the country and enjoy a stay that's a class above the rest. Book at Graduate Hotels with Hilton Honors Points at Hilton.com. It's a win-win. Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. The new McCrispy Strip is here. Dip approved by ketchup, tangy barbecue, honey mustard, Sprite, McFlurry, Big Mac sauce, double dipped in buffalo and ranch, more ranch, and creamy chili McCrispy Strip Dip. Now at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Pour les ados, il dit que les ados doivent apprendre à gérer de façon autonome leurs choses, mais vous pouvez les accompagner sans prendre de décision à leur place, bien sûr. Donc, inciter sur certaines valeurs fondamentales, comme de jamais dépenser plus qu'on gagne, par exemple. Si l'ado utilise beaucoup l'Internet, il devrait payer sa part avec vous, selon l'auteur, bien sûr. Travailler pour les ados, selon lui, c'est super formateur tant que ça nuit pas aux études. S'il travaille, il devrait avoir 50% automatiquement qui s'en va vers l'épargne et l'investissement, et le suivi doit être fait par le parent. Il peut payer une pension symbolique aussi. S'il veut le cellulaire à 1 000 $, vous pouvez prêter l'argent, mais avec intérêt, et saisir le gadget si c'est pas respecté, si les paiements sont pas respectés. Ça, c'est l'auteur qui dit ça. Là. J'ai pas encore des ados, mais je peux imaginer les conflits potentiels si tu retires cet objet si précieux de téléphone cellulaire à ton ado. Fait que réfléchis à tes choses peut-être avant de prêter l'argent pour un outil si précieux. Fait que bref, je suis pas rendu là, mais c'est pas un conseil. Donc, faites ce que vous voulez si vous avez des ados. En gros, l'adolescent doit apprendre que les obligations financières doivent être respectées et doivent être planifiées également. L'auteur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il y a 2 comptes pour l'enfant. Il y a un compte chèque et un compte épargne. Donc, tout l'argent reçu ou gagné en travaillant, il y a 20% qui va automatiquement dans le compte épargne. Il garde un accès parental au compte et il aborde la gestion des placements avec eux seulement s'ils sont intéressés. Donc, il y a un 20% qui est directement épargné, investi. C'est lui qui l'investit pour l'enfant, bien sûr. Et si l'enfant a des questions, où il est intéressé, là, il va l'aborder avec lui. Et le reste, l'enfant peut le dépenser. Tantôt, il parlait de 50%. Là, il parle de 20%. Je pense qu'il parle rendu adolescent, peut-être, le 20%, mais il disait 50% tantôt. Bref, je suis un petit peu confus. De mon côté, là, ce que je fais, c'est 50%. Donc, les filles ont une allocation familiale.
une allocation, puis ils doivent mettre la moitié de côté là, à chaque semaine qu'ils reçoivent leur allocation. L'autre moitié leur sert à leurs dépenses. L'auteur revient ensuite là, sur le fait d'avoir des animaux de compagnie. Il dit qu'il n'est pas contre ça, mais qu'il voit qu'il y a des personnes qui manifestent contre le capitalisme et qui ont un ou plusieurs animaux de compagnie. Il dit que le PIB de certains pays, là, comme le Panama, les Maldives, la Polynésie française, le PIB de ces pays-là est plus petit que l'argent dépensé pour les animaux de compagnie au Canada. Là. Donc, il y a une réelle dérive morale et écologique qui est rarement soulevée pour les gens qui ont des animaux de compagnie. Donc, c'est un point peut-être à réfléchir. Même si on les aime bien, nos chiens et tout ça, je le comprends. Partage seulement un point de vue d'auteur. Écrivez-moi pas des courriels pour me dire que les chiens, c'est important. Je suis de votre côté. Dernier élément de synthèse, gérer les sorties d'argent. Donc, cet élément-là comprend 4 chapitres et le premier portait sur les transports, donc d'apprendre à modérer ses transports. L'auteur dit que le transport, c'est la deuxième source de dépenses et la voiture est immobilisée dans le parking 95% du temps. En 2017, la voiture, c'était entre 14 et 20% des dépenses moyennes de ménages québécois, surtout pour une distance moyenne de 7,7 km du travail. Donc, pour 7,7 km à chaque jour, tu dépenses 20% de tout ce que tu fais comme argent dans l'année. Il y a plusieurs coûts indirects en plus, comme le stationnement. Il offre des exemples de coûts annuels totaux là, pour différents modèles de 2020, des voitures qui seraient conservées pendant 5 ans avec une utilisation normale de 20 000 km par année et qui aurait eu un paiement initial de 15 %. Donc, tu achètes un char, tu donnes 15 % de mise de fonds, le reste, c'est payé sur 5 ans, tu le gardes pendant 5 ans, tu fais 20 000 km par année. Un Honda Civic, annuellement, tous les frais compris, là, c'est à peu près 8 200 $ par année. Un Corolla, 6 400. Une Hyundai Elantra, 7 000. Mazda CX-5, 8 500. Ford Escape, 9 000. Et une Vaux Golf, 7 400. Donc, ça l'a assurément monté depuis 2020. Vous comprendrez avec la pandémie notamment. La plupart du temps, l'auteur dit que c'est mieux d'acheter que de louer si on souhaite conserver la voiture au moins 3 ans. Et c'est encore mieux d'acheter usagé, bien sûr. Le dernier point de l'auteur par rapport au transport, c'était surtout qu'il disait en fait qu'on achetait souvent des véhicules beaucoup trop grands pour rien. Ouais, mais j'ai des enfants. Non, c'est trop grand pour rien. À part les 6 premiers mois où tu as le parc à transporter, tu n'auras pas besoin d'autant d'espace dans ta voiture. Je vous le confirme avec mon CX-9. Avant, il y avait des grandes familles avec des petits chars. Là, on a besoin de gros VUS pour une famille de 4 personnes ou moins. Peut-être qu'on n'a pas vraiment besoin de cet espace-là. L'auteur suggère également d'utiliser le transport en commun si c'est possible pour diminuer ce poste de dépense-là. Mais on a vu beaucoup de trucs là, également dans d'autres podcasts précédents pour diminuer les frais de transport. L'autre chapitre pour mieux gérer les sorties d'argent, c'était choisir son lieu de vie, là, où qu'on va habiter. Le logement principal, c'est souvent la source de dépenses la plus importante et on se pose rarement la question quand on achète une maison, souvent pour des normes sociales là, qu'on va faire cet achat-là. Il faut s'assurer de vivre selon ses besoins en questionnant la localisation de la maison ou de notre logement, notamment en lien avec le transport et notre lieu de travail. Puis on peut faire ça avec l'application, le Walk Score sur Internet. L'auteur dit que le coût de notre logement, que ce soit maison ou appartement, doit être au maximum 30 % de nos revenus bruts. Revenus bruts, désolé Léo, que je me trompe tout le temps quand je le mentionne. 8 % des gens, c'est plutôt 80 %. Il y a 8 % des gens que le logement, c'est 80 % de leur revenu brut. Il y en a 20 % pour qui c'est 50 % de leur revenu brut. Ça n'a aucun sens. Il dit que les experts mentionnent que c'est mieux acheter que louer, mais lui, il n'est pas d'accord l'auteur, puis il annonce notamment qu'il y a moins de stress et de rigidité d'être en logement que d'avoir une maison. Tu peux aussi davantage diversifier ton portefeuille en investissant beaucoup plus et de ne pas tout mettre dans la brique, quoi qu'il faut quand même le faire un petit peu des fois, même si vous avez juste un portefeuille de placement, c'est peut-être important d'avoir un petit peu de REITs ou d'immobilier à travers tout ça, mais ce n'est pas un concept. 52 % des nouveaux acheteurs pensent qu'une fois que la maison est achetée, il n'y a pas d'autres frais. La moitié du monde pense que quand ils achètent une maison, il n'y a pas d'autres frais autour. Encore une fois, ça me surprend. Tu as des droits de mutation, il faut que tu décores ta maison, tu as du paysagement peut-être à t'occuper, tu as de l'entretien hivernal, estival, tondeuse, souffleuse ou juste des pelles à neige, tu as un cabanon peut-être à t'occuper, une terrasse, un patio, il faut que tu fasses de la teinture, tu vas peut-être avoir des jeux pour les enfants à l'extérieur, une piscine, peu importe, il y a tellement de frais autour de la maison, je pense, puis là, je ne suis pas un expert là-dedans, mais je pense qu'il faut faire x2.
Tu sais, ton hypothèque coûte 1 500 par mois, calcule 3 000. Tu devrais être pas pire. Puis ça, c'est sans compter le fonds de prévision, là, de prévention, on va dire, de 1 % par année de la valeur de ta propriété pour les plus grosses rénovations comme la toiture, les fenêtres, etc. Donc, la position finale de l'auteur, c'est qu'il croit au bienfait d'être propriétaire, mais il dit de prendre la plus petite maison qui convient à nos besoins et d'investir le reste. Plus grande est la maison, plus on la remplit de cochonneries. Je me suis mis oui ici en gros là, dans mes notes parce que justement, la semaine passée, c'était une journée pluvieuse. Je pense que c'était un samedi ou un dimanche. Je ne sais plus trop, un dimanche. Bref, il faisait pas beau, puis on ne savait pas trop quoi faire dans la maison. Les filles s'ostinaient parce que des enfants dans une maison qui n'ont rien à faire avec tous les jeux, ça s'ostine, bien sûr. Puis j'ai dit, bon, ben, on claire les jouets. On nettoie la maison, le sous-sol. Là. Fait que, on a sorti là, 2 poches, 2 sacs de poubelles de cochonneries plus réutilisables. On a donné là, à peu près 3-4 fois mon coffre de CX9 rempli à Estriade puis à des gens qui venaient d'avoir des bébés. Ça n'a aucun bon sens ce qu'on accumule. Là, je me sens libéré dans ma maison. Là. Il y a de l'espace, il n'y a plus rien qui traîne pour 2 jours probablement. Mais bon, je profite de mon bonheur éphémère. L'auteur dit surtout si vous vous éloignez de votre lieu de travail pour pouvoir vous acheter une plus grosse maison parce que ça coûte moins cher, plus loin des centres urbains, mais vous augmentez tellement vos frais indirects là, parce qu'en plus de payer plus cher pour votre maison, de payer plus cher pour tout ce qu'il y a autour de votre maison, taxes, entretien, etc., mais en plus, vous augmentez vos frais de transport. Il dit de faire attention au crédit facile avec les marges hypothécaires. Les marges hypothécaires, c'est un produit fantastique. Il y a un taux avantageux, l'accès est rapide, le remboursement est flexible, mais souvent, c'est vu comme de l'argent gratuit, ce qui cause des problèmes à long terme. La moyenne des marges hypothécaires, là, c'était 70 000 $ par propriétaire en 2016 et plusieurs ont transformé leur maison en guichet automatique pour soutenir un rythme de vie qui était insoutenable. La marge hypothécaire, c'est pas un fonds d'urgence. J'ai compris ça il y a un an peut-être avec mes thermopompes là, qui me coûtaient 8 % par mois sur ma marge. J'ai déjà rectifié le tir. Maintenant, j'ai un vrai fonds d'urgence. Alors qu'avant, je pensais qu'une marge hypothécaire pouvait être un fonds d'urgence. Mais ça entraînait des investissements irréguliers. Je peux mettre 8 000 $ pendant deux mois, puis après ça, je ne mettais plus rien pendant 4-5 mois parce qu'il fallait que je rembourse ma marge hypothécaire. Donc, ce n'est pas un fonds d'urgence, une marge hypothécaire. L'auteur termine en étant vraiment contre les piscines au Québec. Il dit que c'est un coût fou et tout le monde en a. Allez chez vos amis ou allez à la piscine publique, c'est autant le fun avec d'autres amis autour plutôt que d'avoir ça derrière chez vous. Je suis coupable, j'ai une piscine chez nous et je vous l'ai dit dans une dizaine d'épisodes, là, j'étais vraiment contre les piscines, mais je dois avouer maintenant que ça a été un achat qui a créé du bonheur dans notre famille. Oui, ça coûte de l'argent, mais honnêtement, pour tous les beaux moments que ça apporte, je referais le même achat. Et n'étant pas quelqu'un de dépensier, je pense que ça veut dire que finalement, les dépenses, on ne peut pas dire que c'est bon ou pas bon pour tout le monde, c'est propre à chacun. Dans le chapitre 10, pour gérer mieux ses sorties d'argent, il parlait de l'impôt, qui est la plus grosse dépense de votre vie. Au Canada, l'impôt est progressif, donc les premiers dollars ne coûtent pas vraiment cher, mais les derniers dollars que vous gagnez vous coûtent plus cher. On dit souvent que les riches ne vont pas payer leur juste part, mais c'est vraiment faux, surtout au Québec. 99,5 % des Québécois qui ont gagné moins de 10 000 $ ne paient pas d'impôt. 36,6 % des Québécois ne paient aucun impôt. Donc, c'est près de 40 % des Québécois qui ne paient pas d'impôt ici. Au Québec, bien sûr, parce qu'on est Québécois. Environ 50 % de la population paie de l'impôt ici au Québec. Ceux qui gagnent moins de 50 000 ont payé au total à peu près 21 % de l'impôt de la province. Ceux qui gagnent entre 50 et 100 000 ont payé à peu près 41 % de l'impôt total de la province. Et les riches, ceux qui gagnent plus de 100 000 $, donc je suis considéré riche, ont payé à peu près 40 % de l'impôt total. Donc, les 360 000 personnes qui gagnent plus de 100 000 $ au Québec ont fait 25 % des revenus du pays à peu près, mais ont payé 39 % de l'impôt. Et ces gens-là représentent 5,6 % des contribuables. Ils font donc plus que leur part pour la province. En plus de ça, on chiale souvent qu'on n'a rien dans les poches, mais en moyenne, un Québécois moyen là, a dans ses poches 76 % de son revenu après impôts et crédits de tout genre. C'est bien plus que les 50 % qu'on entend souvent. Donc, en gros, si je mets ça de l'autre sens, qu'on comprend peut-être mieux, la moyenne des impôts au Québec est à peu près de 34 % et non de 50 %.
L'auteur parle ensuite du REER du CELI pour éviter certaines parties de la fiscalité de façon légale, mais j'en parle pas aujourd'hui, on a déjà parlé avant. Cependant, le livre est très précis pour ceux qui souhaitent vraiment tout connaître sur ces deux véhicules fiscaux-là. C'est pas mal le livre le plus précis, honnêtement, sur ces types de comptes-là que j'ai lu à date. Même chose pour le Fonds de travailleurs FTQ et le REER. Si vous avez un livre à lire pour comprendre ces comptes-là jusqu'à maintenant dans ce que j'ai lu, c'est pas mal celui-là. Quand votre vie est un tantinet complexe fiscalement, il dit de faire affaire avec un comptable pour vos impôts. C'est un 200 $ ou plus un petit peu là, qui est bien investi. Il parle ensuite des dons. Il dit d'éviter les petits dons de 10 $ ici et là qui sont complexes à gérer pour les organismes et qui ne vous apportent rien fiscalement. Plutôt concentrez vos dons dans un ou deux organismes avec des plus gros montants. Donc, exemple, 2 % de votre salaire net, 1 % dans tel organisme, un autre % dans tel. Donc, si vous faites 40 000 $, 1 % c'est 400 $. Donc, vous pourrez dire, cette année, je donne 400 $ à un organisme. Puis au pire, l'année suivante, vous le donnez à un autre organisme. Moi, je me sens toujours cheap à la caisse, à l'épicerie quand je dis non pour un petit don de 2 $, mais je me rappelle que je préfère donner un gros don à un organisme choisi plutôt que Maxi fasse un don à l'organisme de son choix sans que moi, j'aie pu profiter d'un avantage fiscal. Et enfin, le chapitre 11, le dernier chapitre pour gérer mieux ses sorties d'argent, c'est les dettes. Donc, il y a deux écoles de pensée. Éliminer les dettes à tout prix ou utiliser les dettes comme levier financier. Mais cette deuxième option-là, d'utiliser l'effet de levier, concerne une bonne dette. Donc, une dette qui vise à générer du revenu. Pas une mauvaise dette comme s'acheter un bateau sur le crédit. L'auteur dit de rembourser le pire intérêt en premier, souvent les cartes de crédit, peu importe le montant. Mieux vous rembourser une dette de 1 000 $ à 18 % qu'une dette de maison de 300 000 à 7 %. Même si le montant paraît plus gros, mathématiquement, c'est pas logique de rembourser un taux d'intérêt plus élevé. Moins élevé, en fait. Il suggère aussi d'avoir un coussin en ayant une assurance invalidité longue durée et un fonds d'urgence de 3 à 6 mois de dépenses de 3 à 6 mois de dépenses, c'est tout. J'arrête la phrase là. Il dit de construire ce fonds d'urgence-là progressivement. Donc, exemple, si vous avez besoin de 11 250 $ de fonds d'urgence, peut-être dire que vous allez remplir ce compte-là en 36 mois. Donc, à peu près 312 $, 313 $ par mois. Ne pas laisser dormir votre fonds d'urgence dans un compte épargne non plus. Si vous avez de la place dans votre CELI, vous pouvez mettre ça dans cash.to dans votre CELI. Donc, au lieu de faire 0,08 %, tu vas faire 2,83 % dans ton fonds d'urgence. En conclusion, j'étais un peu négatif après avoir lu le livre. Celui-là, je l'ai lu dans un ferry là, entre Helsinki en Finlande puis Tallinn en Estonie. Magnifique ville. Là. Je me suis pas endormi cette fois-ci sur le bateau, donc j'ai lu environ 3 heures ce livre-là. Donc, bref, j'étais dans un magnifique bateau, j'ai lu ce livre-là. Puis en préparant l'épisode aujourd'hui, puis en relisant ma fiche de lecture, je me rends compte que c'est quand même un livre qui fait un beau tour d'horizon des finances personnelles au Québec, mais pas des placements. Si j'avais lu ce livre-là dans mes premiers, il y aurait certainement eu un impact sur ma vie financière, un peu moins à ce statut de mon éducation financière, puis c'est bien normal après 4-5 ans à lire. J'ai surtout été déçu, je pense, du titre, parce que je pensais trouver des stratégies pour apprendre à dépenser sans me questionner pendant des heures si la paire de bas que j'ai achetée valait la peine ou que la bière à 15 $ au bar aurait pu être investie ailleurs. Donc, je suis un peu déçu par rapport à mes attentes initiales, mais c'est un livre qui demeure intéressant pour prendre en main ses finances puis apprendre à gérer de l'argent, un peu dans la même veine que « En as-tu vraiment besoin » de Pierre-Yves McSween. C'est pas le plus facile à lire en termes d'écriture, mais il demeure pertinent, surtout pour ce qui touche les comptes fiscaux. Key point, qu'est-ce que je retiens? Je retiens que le mariage est à éviter, mais que d'investir dans son couple peut être pertinent, autant en activité qu'en discussion sur les finances. La semaine prochaine, c'est les questions des auditeurs, notamment la suivante. J'ai reçu un gros montant. Devrais-je l'investir tout de suite ou répartir mes montants sur plusieurs mois? Ce jeudi, 4 dernières actions sur ma liste de titres potentiels pour ma prochaine analyse. Mueller Industries, donc MLI, Paycom Software, PAYC, Medpace Holdings, MEDP et Axelis Technologies, ACLS. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je ne suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce,
Merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.